Alors, nous vous remercions d'être présents avec nous pour ce webinaire sur l'Alliance pour la solidarité, évaluation, participation des personnes et ADS+, expérience et retombées de 3 initiatives. Avant de commencer un petit peu plus dans le vif du sujet, j'aimerais reconnaître que puisque je suis à Trois-Rivières, je suis en territoire traditionnel non cédé de la nation Atikamekw. Et je reconnais aussi que l'on travaille tous et toutes à des endroits différents et que par conséquent, comme on travaille dans les territoires différents, on travaille aussi dans des territoires autochtones traditionnels non cédés ailleurs, d'autres territoires autochtones non cédés. Donc, je vous encourage à garder ça à l'esprit. Donc, sans plus tarder, je voudrais qu'on se rappelle quel est l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. En fait, on voulait particulièrement vous présenter des initiatives de régions différentes qui ont favorisé l'intégration de l'ADS+, de la participation des personnes concernées, mais aussi sur l'évaluation de leurs pratiques. Et tout ça dans le cadre des Alliances pour la solidarité, pour la solidarité. Donc, les 3 régions présentes aujourd'hui sont la Mauricie, la Montérégie et le Bas-Saint-Laurent. Et pour ce qui est de la Mauricie, on a avec nous Lise Germain et Audrey. Oui, c'est ça. J'ai pas dit une niaiserie, là. Et Audrey-Anne, je sais pas vos noms de famille, et Audrey-Anne. En tout cas, on a Lise et Audrey-Anne qui sont avec nous de la Mauricie. Donc, Lise du CRSA et Audrey-Anne du Centre de formation communautaire de la Mauricie. Et le CRSA, c'est le Centre de recherche sociale appliquée. Pour la Montérégie, il y a Camille Rivet de la table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie. Pour le Bas-Saint-Laurent, nous avons Étienne Lessard et Alissa Simon-Bélanger qui sont là pour le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Nous avons ici aussi avec nous aujourd'hui Chantal Lalonde, qui a été la ressource experte qui a été mandatée pour travailler sur la cueillette de données pour le projet en Mauricie. Voilà, j'ai aussi nommé Amélie du CRSA, qui est ici pour le soutien technique pour la journée d'aujourd'hui. Donc, j'espère ne pas avoir oublié personne. Et voilà, fait qu'aujourd'hui, pour le panel, on va avoir les 3 présentations. Donc, on va commencer par la présentation de la Mauricie avec le projet FAT, le projet sur la formation, l'accompagnement et le transfert en Mauricie. Ensuite, on va enchaîner avec la présentation du Bas-Saint-Laurent sur la participation citoyenne dans l'Alliance au Bas-Saint-Laurent, pour conclure avec la présentation de la Montérégie sur les multiples facettes de l'ADS+ en Montérégie. Donc, nous vous invitons à utiliser le question-réponse, le QR, si vous avez des questions, des réponses, surtout des questions, à transmettre aux panélistes. Et nous allons tout recueillir ces questions pour la période de questions qui aura lieu à la fin. Donc, on va se garder une belle période de questions à la fin. Et ah oui, et si vous voulez savoir combien nous sommes présents à cette présentation aujourd'hui, vous avez juste à passer votre curseur dans le haut de l'écran, si je ne me trompe pas, et vous allez voir combien nous sommes présents ici aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Lise et à Audrey-Anne, Lise Saint-Germain et Audrey-Anne Campeau. Je viens de retrouver vos noms de famille. Je suis désolée, tantôt, je les avais perdus. Bon. Donc, voilà, on enchaîne avec Lise et Audrey-Anne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joanne. Donc, bonjour tout le monde. Il nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup de votre participation à ce webinaire. Alors, pas besoin de se représenter. Je pense qu'on a été très bien présenté par notre partenaire Joanne. Donc, laissez-moi, en fait, vous présenter, je dirais, brièvement et très humblement, quelques retombées de notre bilan évaluatif du projet Formation, Accompagnement, Transfert. Pour les intimes, c'est le projet FAT, qui est un projet concerté là, entre justement le CRSA, la table de concertation du mouvement des femmes, le CFCM, et aussi avec comme partenaire sur le comité de suivi, le Consortium en développement social de la Mauricie.
Donc, sans plus tarder, les origines du projet, sans grande surprise, c'est dans le contexte de l'Alliance pour la solidarité, bien entendu. Et c'est sous invitation, en fait, du Consortium en développement social de la Mauricie, qui est, oui, fiduciaire des alliances sur notre territoire, mais qui a aussi comme mission d'assurer la concertation, de mettre en lien les partenaires, les actrices et les acteurs du territoire dans le but de favoriser le développement social. Donc, on a été approché concernant la question de la lutte contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale. Au niveau, justement, pour fusionner un peu nos compétences, mais aussi notre expertise par rapport à 3 approches, 3 orientations qui font partie de la mesure 11, qui font partie du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale. Et c'est l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle, l'approche participative des personnes concernées, participation sociale, et aussi l'évaluation, approche par résultat. Donc, nous, on a pu fusionner finalement ces 3 expertises-là pour soutenir les organismes promoteurs, dépositaires de projets financés par le Fonds québécois des initiatives sociales. En fait, vraiment, le contexte d'origine, c'est que dans le volet précédent, donc en 2010-2015, au moment des bilans, il y a eu un constat qu'il y avait peu d'organismes, de projets d'initiatives qui avaient démontré l'intégration de l'ADS+, tout comme la participation des personnes concernées. Ça ne veut pas dire, par contre, que les groupes n'avaient pas intégré ces approches-là ou ces orientations-là dans leur pratique. C'est seulement plus au niveau de la documentation, des retombées au niveau de l'évaluation. Donc, voilà là, vraiment l'origine, le contexte du projet FAT. C'est un projet qui a été, en fait, qui s'est divisé en 4 volets principaux. Le premier, c'est vraiment des activités de formation qui ont été offertes aux différents organismes promoteurs. On a passé quand même pas mal de temps à organiser, planifier entre nous en concertation, les 3 partenaires, vraiment des formations sous différents volets, donc de sensibiliser au niveau des approches. Pourquoi c'est important d'intégrer l'ADS+, la participation des personnes concernées et qui sont également des fondements de l'action communautaire, je tiens à le spécifier. Puis, en fait, on a aussi développé une boîte à outils en ligne que vous pouvez toujours consulter, qui est encore d'actualité, où on présente, entre autres, les approches, comment remplir le formulaire étape par étape. Donc, il y avait vraiment un accompagnement là, qui pouvait être fait au niveau de la boîte à outils. Et elle n'était pas prévue au départ, mais en raison de l'annulation de nos premières formations à cause de la pandémie, on a développé ce volet-là également. Il y avait aussi une offre d'accompagnement finalement personnalisé qui était offert. La procédure était que soit on arrivait en amont, donc en planification avant le dépôt des projets. Je vous dirais que c'est surtout à ce niveau-là qu'on a accompagné des organismes et c'est intéressant parce que ça permet tout de suite de camper les 3 approches, de ficeler l'ADS+, dans la planification, les indicateurs. On prévoit déjà l'évaluation dès le départ d'un projet, ce qui est facilitant finalement là, pour la réalisation par la suite. On avait aussi le volet, je rajouterais peut-être pour l'accompagnement, la façon dont on procédait aussi, c'est un peu particulier, c'est qu'on accompagnait toujours à 2 et c'est même arrivé parfois à 3. Pourquoi? Parce qu'on mettait vraiment les lunettes des 3 partenaires d'expertise par rapport autant à la DS+, la participation, l'évaluation. Pour le volet 3, il y avait un objectif d'animation aussi d'une communauté de pratique avec ici plus les ressources d'accompagnement. Nous, il y a 6 MRC en Mauricie, donc il y a plusieurs ressources d'accompagnement dans les différents territoires également, que ce soit des organisatrices ou des organisateurs communautaires, que ce soit des représentantes des comités de développement sociaux aussi. Alors, l'objectif, c'était de pouvoir mettre en place une communauté de pratique pour qu'il y ait un partage d'expérience par rapport aux 3 approches au niveau de l'accompagnement. Au niveau finalement du volet 4, il y avait des activités de transfert des connaissances et c'est vraiment dans ce volet-là qu'on a pris la décision là, de faire un bilan évaluatif de l'ensemble du projet pour voir si nous aussi, en contexte de culture évaluative, on avait atteint finalement nos objectifs, les retombées souhaitées. Alors, sans rentrer en détail dans les 3 approches, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais aussi parce que nos collègues panélistes vont en parler davantage au niveau de l'ADS+, et de la participation citoyenne. La particularité de notre projet, finalement, c'était vraiment
de faire l'effort d'intégrer les 3 approches et de soutenir les organismes promoteurs, les ressources d'accompagnement dans l'intégration à chaque étape du cycle de gestion d'un projet. Donc, que ce soit, par exemple, l'analyse de la situation problématique, c'était important que, bien, premièrement, est-ce que la problématique ou l'enjeu sur lequel on veut travailler, est-ce que ça a été nommé par les personnes concernées? Est-ce que c'est considéré comme une problématique et un enjeu par ces personnes-là? Est-ce que la problématique est vécue de la même façon par les femmes, les hommes? Est-ce qu'il y a des groupes d'acteurs ou d'actrices qui sont invisibilisés, par exemple, par rapport à la problématique? Fait que ça, ce n'est qu'un exemple pour la première étape de cycle d'un projet qui est de camper finalement sa problématique. Mais même chose pour tout ce qui concerne définir des objectifs de résultats d'évaluation, les fameux objectifs SMART, donc simples, accessibles, révisables, temporels, etc. Même chose, planification, réalisation des actions et évaluation. Donc, vraiment, de garder en tête qu'on avait le souci d'intégrer les 3 approches tout au long de l'accompagnement et la réalisation des projets. Au niveau des réalisations, ici, on a un petit bilan plus quantitatif. Donc, pour les formations, il y a vraiment une formation qui était planifiée, évaluer ses projets ou son projet, son initiative en intégrant les 3 approches. Donc là, c'était vraiment une sensibilisation, une familiarisation avec les 3 approches. Et tout au long du projet, mais nous aussi, on s'est adapté parce qu'on a eu des besoins, des demandes des groupes promoteurs par rapport à l'évaluation qui posaient certains défis. Donc, on a développé à ce moment-là vraiment une formation plus sur l'évaluation, mais qui se concentre quand même là, sur l'intégration de l'ADS+, la participation des personnes concernées. Donc, c'est un total de 90 personnes différentes là, qui ont participé à nos formations. 39 organismes différents. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs représentants du même organisme là, qui assistaient aux formations. Par rapport à la boîte à outils, en date du 16 décembre dernier, parce que c'est le moment où on a conclu finalement là, notre bilan évaluatif pour le rapport, il y avait 1045 consultations. Et la donnée intéressante, c'est qu'en fait, le quart des personnes, donc 21% là, des internautes, ils retournent au moins une autre fois, pour une moyenne de 2 fois. Donc, une fois que la personne a ouvert le site Internet, elle y retourne au moins une autre fois pour le quart des personnes. Au niveau de l'accompagnement, c'est une quinzaine d'organismes qui ont été accompagnés sur une trentaine, quarantaine de projets là, qui ont été financés au sein de notre territoire. Donc, ça représente 42% des organismes accompagnés. Et pour les communautés de pratique, malgré la pandémie, il y a 2 rencontres qui ont été organisées, qui ont rejoint 10 ressources d'accompagnement. Pour différentes raisons, ce volet-là a rencontré quelques petits défis, est arrivé plus tard, il y avait la pandémie, etc. Les ressources d'accompagnement étaient très sollicitées, saturées, en contexte aussi d'accompagnement, de pandémie, d'ajustement, etc. Et finalement, mais la question du transfert des connaissances, où là, l'objectif, c'était de pouvoir tirer des leçons, autant par rapport à l'intégration de ces 3 approches-là par les organismes promoteurs, mais aussi par rapport à notre travail en concertation. Parce que c'était une des premières fois qu'on se met vraiment des organisations, des partenaires ensemble pour soutenir, est-ce qu'on a la même culture d'évaluation, est-ce qu'on utilise les mêmes mots, etc. Donc, ça nous permet là, de pouvoir réfléchir à plus tard des pistes de solutions, des pistes de réflexion également. Finalement, au niveau du bilan du projet FAT, nécessairement, on a fait appel à une ressource externe. Pourquoi? Parce que ça prend une distance quand même critique au niveau éthique là, par rapport à l'évaluation qualitative. Donc, on ne pouvait pas, nous, aller demander aux personnes qui avaient assisté à nos activités. Bon, oui, on peut un peu de façon informelle, mais au niveau de la recherche, on est allé chercher Chantal Lalonde, qui a été présentée tout à l'heure en introduction. Donc, le processus évaluatif pour le bilan a impliqué, en fait, à chaque activité qu'on a réalisée, il y a un sondage d'appréciation, un formulaire d'évaluation qui était distribué aux personnes. Fait que ça, c'est tous les résultats quantitatifs qu'on a pu retirer, des accompagnements, des formations, etc. On a eu un taux de réponse de 73%, donc ce qui est quand même intéressant. Et au niveau qualitatif, le taux de réponse est un peu moins élevé, c'est 37,5%. Toutefois, c'est normal parce que c'est beaucoup moins impliquant de remplir un sondage en 2 à 5 minutes que de prendre part à un groupe de discussion de 2 heures ou une entrevue téléphonique.
Mais tout de même, Chantal a interpellé les groupes qui ont participé aux formations pour faire des groupes de discussion avec elle et eux au niveau de l'intégration des 3 approches, puis de la compréhension aussi. Puis, il y a eu des entrevues téléphoniques aussi qui ont été faites avec les groupes qui ont reçu des accompagnements plus personnalisés. Donc, ça permettait de rentrer un petit peu plus dans le détail. Puis, finalement, pour parler du projet concerté, il y a un groupe de discussion aussi qui a été fait entre les partenaires et avec le Consortium en développement social de la Mauricie aussi, puisqu'il était présent là, tout au long du projet également sur le comité de suivi. L'objectif était qu'on ait aussi, c'est pour ça qu'il y a eu un tel partenariat, c'est qu'on utilise un peu les mêmes mots, qu'on ait les mêmes approches par rapport là, aux 3 orientations. Donc, sans plus tarder, je te cède la parole, Oui. ma chère, pour les résultats. Il nous reste combien de temps, Joanne, sur le 20 minutes? Juste pour que j'ai une petite idée, là. On a-tu dépassé 10 minutes, là? Oui. C'est pas grave. C'est bon, je plonge. Donc, voilà, le bilan évaluatif, tu me feras signe, là, quand je serai à 2 minutes de la fin. Au niveau du bilan évaluatif des formations, on avait 2 objectifs à travers les formations. C'était améliorer nos connaissances, consolider, améliorer nos connaissances de ces 3 grandes approches-là, ces 3 orientations, mais aussi pouvoir les intégrer, les appliquer dans le concret. Donc, pour les personnes rencontrées ou celles qui ont participé, là, qui ont répondu au sondage pendant les activités, bien, la plupart affirment qu'elles comprennent mieux c'est quoi l'ADS+, la participation des personnes, puis l'approche par résultat. C'est ça, au niveau de la compréhension du développement des connaissances, c'est quand même assez atteint. L'intégration des approches, l'application, c'est quelque chose de plus difficile. On s'est amélioré en cours de route. On a fait la formation 2 qui a permis d'aller un peu plus en profondeur dans la capacité des organismes d'appliquer. Le volet 2 était très, très appliqué sur des outils très concrets. Comment faire? On était vraiment dans le comment faire parce que c'est le principal défi qui avait été nommé. Donc, on avançait un peu là-dedans. Ce qui a aidé, c'est l'accessibilité des outils de formation qu'on a rendu très accessibles. La boîte à outils aussi en ligne qui a favorisé une certaine intégration des outils. On leur a laissé finalement un coffre à outils. Le volet 2 en cours de route qui s'est ajouté, ça a vraiment contribué à une plus grande application des connaissances. Puis même si les personnes là, affirment avoir développé une vision globale, un langage commun, parce qu'on est dans des projets concertés là, avec beaucoup de types d'acteurs différents dans ces projets-là de lutte à la pauvreté en général. Pas tous, mais en général, on était presque toujours dans de la concertation. Même si on a développé cette vision commune-là, il reste que l'application et l'évaluation, ça demeure encore quelque chose pas tout à fait atteint, encore à développer. L'accompagnement personnalisé, ça nous a vraiment servi de levier pour nourrir cet objectif-là d'intégration. Au départ, on voulait accompagner des organisations qui développent les projets. Mais en cours de route, on s'est rendu compte que ces organisations-là étaient accompagnées par plusieurs ressources dans les territoires. Puis les ressources elles-mêmes souhaitaient avoir aussi du soutien. On les a inclus finalement dans le projet. Par rapport aux 3 approches spécifiques, on s'est rendu compte que l'ADS+, la presque totalité des organismes, là, ils ont atteindre des moyens, développer des moyens pour mieux connaître la réalité des femmes, des hommes, des personnes issues de la diversité LGBTQ, des personnes immigrantes, de la diversité culturelle. Donc, on a bougé là-dessus. Il y a eu comme des efforts, des réflexions qui ont été faits. Toutefois, on se rend compte que l'ADS+, c'est comme le plus qui intéresse les gens et le plus étant réduit à la compréhension de l'inclusion de la diversité. Donc, ça, c'est un peu réductif de la notion ADS+, qui est beaucoup plus large. Camille va en parler plus tard, qui vise, l'objectif de l'ADS+, ça vise à reconnaître les inégalités entre les hommes et les femmes et entre les femmes elles-mêmes, donc à travers les systèmes d'oppression. Ça, c'est comme quelque chose qui demeure encore un petit défi. Au niveau de la place des personnes, même si la participation citoyenne, c'est un fondement du développement social, de l'action communautaire, de plusieurs du développement des communautés, l'aborder sous l'angle de
l'ADS+, puis intégrer ça à travers des indicateurs de résultats dans le développement et la conception d'un projet. Là, on entrait comme dans une autre dimension qui était un peu moins connue pour les personnes. Les résultats, ça révèle une meilleure compréhension, un défi d'application. On est toujours là-dedans, tu sais, le comment faire reste un gros défi. Et le fait d'avoir remis cet enjeu-là, même si on se disait, bon, personne n'est contre ce principe-là de la participation là, des personnes, mais se lancer dans l'aventure, ça demeure quand même quelque chose de difficile. Et puis de l'avoir remis au cœur des enjeux, bien, ça a permis aux gens de sortir de la routine puis de réactualiser leurs pratiques finalement de participation. Au niveau de l'approche et de l'évaluation de l'approche par résultat, on comprend bien, tu sais, dans le fond, les formations, ils ont fait leur œuvre là. Au niveau de la compréhension, au niveau des étapes d'un projet, à chacune des étapes, comment on pense l'évaluation, puis là, nous, on avait toujours le souci comment on la pense dans les deux autres perspectives, mais l'application et la définition des indicateurs, c'est ça qui reste difficile. Définir des indicateurs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. On est plus habitué au quanti et documenter des indicateurs qualitatifs en matière de lutte à la pauvreté, c'est quelque chose de plus difficile pour les personnes. Donc, comment on observe ça? Au-delà de ces trois approches-là qu'on a regardées de manière très spécifique, nous, comme partenaires, là, on s'est posé des questions, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on observe à travers toute cette grande action-là? On s'est rendu compte que les gens, les personnes, les organismes, bien, ils ont perçu les trois dimensions comme des critères qui s'ajoutaient à des critères d'évaluation de leur projet. Donc, ça devient comme quelque chose qui est une surcharge. On ne l'a pas pris comme c'est des fondements de nos pratiques, on l'a pris comme encore des critères qui s'ajoutent dans la liste de tous les critères sur lesquels on évalue nos projets. Donc ça, c'est une compréhension qui est ressortie souvent. Puis, ce n'était pas l'intention du consortium dans le formulaire du FKIS, ce n'était pas l'intention de pénaliser un projet ou qu'il ne soit pas financé s'il n'y avait pas ces trois critères-là, puisqu'ils ont soutenu le projet FAT. Et puis, puisque aussi, quand ils voyaient qu'il y avait des lacunes autour de ça dans les projets, ils invitaient des organismes à venir vers nous. Ça demeurait volontaire, là. Rien qui était obligé dans tout ça, là. Donc, mais tu sais, cette représentation-là, elle est là. L'enjeu d'égalité entre les sexes, je l'ai nommé tantôt, hein, à cause de la représentation qu'on a de l'ADS+, bien finalement, tu sais, c'est la notion de la diversité qui prend le dessus. Et puis l'intersectionnalité, elle est comprise comme cette inclusion de la diversité-là. Pas comme un enjeu sur l'égalité entre les sexes et entre les femmes à travers les systèmes d'oppression. La participation citoyenne, ce qui ressort aussi, c'est que ça a beau être une orientation là, dans le programme, dans les politiques publiques, dans le PADJEPS, dans le FKIS, à travers les projets, mais pour faire ça, il faut quand même se donner le temps, les moyens, créer du lien. J'ai hâte de vous entendre, la gang de Bas-Saint-Laurent, comment vous avez relevé ce défi-là, parce que c'est un défi qui a été nommé souvent. Tu sais, ça va trop vite, on est comme à la dernière minute, puis on n'arrive pas à faire lever ce morceau-là. L'accompagnement multiplié, ben nous, on a vraiment été confrontés à ça, parce que déjà, nous, on était 3 ressources d'accompagnement. Il a fallu s'entendre entre nous. C'était pas simple au départ. Puis là, on s'est rendu compte quand on arrivait pour accompagner un projet qu'il y avait déjà d'autres accompagnateurs qui les accompagnaient dans leur territoire, en développement social, en développement des communautés, des organisateurs communautaires, des agents de CDC. Et tout le monde a des cultures de travail différentes, des cultures organisationnelles, une vision de l'accompagnement, une vision du développement, de la lutte à la pauvreté. Donc, comment conjuguer tout ça? Et à un moment donné, les gens nous disaient hey, on est confondus, là, puis c'est la confusion totale. On ne sait plus par quelle porte entrer, puis comment prendre le morceau, parce qu'on est exposé à trop de diversité. Donc, oui. Ça va être pas mal la fin, il resterait OK. une minute. Donc, c'est bon. Donc, on a dit l'évaluation, on l'a pensé à travers le cycle de gestion, mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas tant présent à travers dans le cycle de gestion. Donc, sortir de cette culture-là de reddition de comptes pour aller vers une culture évaluative, ça demeure un défi.
va dans l'autre. Au niveau de la concertation, finalement, nous, on a fait l'évaluation que ça s'est avéré judicieux de faire ce projet-là concerté, même si on a travaillé fort ensemble, même si on a dû s'ajuster, on a recommencé la formation quelquefois, le contenu, en tout cas, bon, bref. Si on avait à refaire tout ça, on clarifierait au départ nos rôles, on mettrait à plat nos visions, de quoi on parle quand on parle de tout ça pour essayer de co-construire quelque chose de nouveau, parce que là, on est parti de chacun nos contenus, ce qui a amené des complexités dans l'accompagnement. Et puis, par rapport au consortium, qui était un partenaire en interface, on était toujours en interface, il y a eu une confusion sur le terrain. Les organismes, ils nous pensaient dans l'équipe du consortium, parce qu'eux autres aussi, ils avaient une accompagnatrice pour les projets. Donc, toute cette confusion-là, la zone, ce serait quelque chose à clarifier et à communiquer mieux aux organisations, de dire qui fait quoi, qui est dans quel rôle, quelle fonction on occupe à travers cet accompagnement-là. Mais voilà, c'est notre petite expérience racontée en 20 minutes après 2 ans de gros travail. 3 ans. 3 ans, oui, c'est ça, de gros travail de concertation. Merci beaucoup. Merci Lise. Merci Audrey-Anne. C'est effectivement pas si simple de rendre en si peu de temps tout ce travail accompli. J'étais partie prenante de ce projet-là. Vous avez fait un bel exercice de synthèse. Donc, merci beaucoup. On va enchaîner sans plus tarder avec la prochaine présentation. Comme j'ai dit, la période de questions et réponses va être à la fin. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions dans la section Q&R pour alimenter les questions qui pourront être répondues à la fin. Donc, on enchaîne avec Étienne Lessard et Alissa Simon-Bélanger, qui sont tous deux du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, pour leur présentation sur la participation citoyenne dans l'Alliance au Bas-Saint-Laurent, briser l'isolement à travers la participation citoyenne, une expérience réalisée dans la MRC des Basques. À vous la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour compléter la présentation, j'étais agent régional d'accompagnement au accompagnement des Alliances pour la solidarité au Bas-Saint-Laurent au niveau du territoire du Bas-Saint-Laurent. Et c'est le collectif régional de développement qui est un regroupement des 8 MRC qui était mandataire régional. Alissa, peut-être compléter la présentation que... Oui, c'est ça. Fait que moi, je travaillais vraiment localement dans la MRC des Basques. Donc, moi, mon rôle, c'était d'être agente d'accompagnement à la participation citoyenne. Donc, c'est vraiment ça que je venais partager. Dans le fond, ça a été quoi mon expérience autour de être vraiment, avoir comme seul mandat d'accompagner le processus de participation citoyenne pour la MRC des Basques. Alors, je vais commencer pour mettre un peu la table sur comment on a développé le volet participation citoyenne dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, effectivement, comme disait Alissa, on va aller vers une des MRC où il y a eu un beau succès de participation citoyenne dans le cadre des Alliances et Alissa pourra expliquer un peu davantage. Dans le fond, on met la table et on va parler aussi des défis parce qu'on n'a pas eu juste des éléments faciles dans le Bas-Saint-Laurent. Ça a été mentionné comme étant la participation citoyenne a été un beau défi pour bien des territoires au niveau de l'intégration dans les alliances. Donc, on va vous mettre aussi un peu de transparence là-dessus, vous dire ce qui a été plus dur aussi de notre côté. Dès le départ, au Bas-Saint-Laurent, on avait dit quand les alliances sont atterries dans chacun des territoires, on a dit on va y aller avec une formule. C'est important de le dire, je pense, là, la formule de plan d'action concerté. Donc, il n'y avait aucun dépôt de projet, d'appel de projet. C'était vraiment des espaces concertés qui allaient développer des initiatives dans le cadre des alliances. Puis, il y allait avoir aussi l'inclusion, la participation citoyenne. Ça dans chacune des étapes du déploiement. L'alliance antérieure, dans le cadre du PAC-6, avait déjà eu une expérience dans une des MRC du territoire de Bas-Saint-Laurent de forte participation citoyenne, puis on voulait se baser sur un peu cette expérience-là. Comment on était structuré, comment on fonctionnait? Il y a effectivement l'Alliance pour le Bas-Saint-Laurent, mais dans chaque MRC, dans les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent, avait sa propre gouvernance et pouvait dire, au-delà
ce qui était pensé régionalement. Chaque territoire pouvait dire on va y aller avec des initiatives dans des enjeux spécifiques qui sont prioritaires. Donc, chaque territoire avait après ça choisi entre 3 et 5 enjeux prioritaires comme l'alimentation, le transport, les services de proximité sur lesquels il allait réfléchir de façon concertée. Et il y avait des agents régionaux, 2 qui les accompagnaient et on a eu à échelle variable des agents locaux, là, généralement à mi-temps, qui accompagnaient aussi les démarches et qui animaient les concertations. Quand on a décidé d'aller vers le volet de participation citoyenne, on s'est basé sur ce qu'il y avait déjà, le travail déjà réalisé par le collectif pour un Québec sans pauvreté, qui, avec les pratiques de la démarche avec, donc, qui était de considérer les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion comme des experts de vécu, puis qui ils devaient être au cœur de la réflexion dans toutes les étapes de l'Alliance. Donc, essayer de penser avec eux, décider avec eux, puis après ça, être aussi dans l'action. Et même quand on le voyait jusqu'à le volet plus évaluation aussi, pour faire un pont avec la première intervention. Donc, c'était comme ça que ça a été réfléchi au départ pour aller de l'avant. Il y avait donc cette reconnaissance-là, de dire, bien, les experts de vécu, ils peuvent amener beaucoup plus aussi ou compléter ce que les intervenants peuvent amener sur les réalités des personnes en situation de pauvreté ou vulnérabilité. Donc, il faut les considérer. Et pour ça, on va, en plus de les reconnaître, on va s'assurer qu'il y ait aussi un nombre juste d'experts de vécu présents autour des tables qui soient équitables et qui soient représentatifs. Puis, ces espaces-là, ben, ça n'allait pas juste être pour les consulter, mais aussi d'en participer idéalement aux décisions. Donc, c'était vraiment vu quand ça a été réfléchi dès le départ où l'espace des citoyens et citoyennes, experts de vécu, pouvait se vivre à différents niveaux, à la fois dans des consultations plus départ, type focus group ou consultation sondage, mais aussi dans les réflexions sur les chantiers thématiques, hein, je vous le disais, alimentation, logement, par exemple. Aussi dans les comités de coordination au niveau local, dans les grandes assemblées, parce qu'il y avait donc une gouvernance avec différents espaces de concertation. Plus concrètement, quand on a mobilisé les gens, les objectifs, c'était d'avoir un soit entre 30 et 50 de participation citoyenne. Certaines MRC visaient plus 50 certains territoires s'étaient donné une marge un peu plus autour de 30 à 50. Experts de vécu, on vous l'a dit. Le faire avec eux aussi, c'était pensé. Puis, pour réussir ça, on s'est donné quelques moyens. Donc, d'avoir des fonds pour soutenir la participation citoyenne. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est que chaque MRC avait pour gérer comme fiduciaire locale les alliances. Là, il était fiduciaire local pour les ententes avec les organismes qui développaient des initiatives, par exemple. Bien, avait un fonds, un petit frais de gestion qui leur revenait comme MRC. Bien, ils ont pris la moitié de ce frais de gestion-là, ils l'ont mis en soutien à la participation citoyenne. Ça a donné, dans le cadre des alliances, chaque MRC a eu un 12 000 pour soutenir des frais de déplacement, des frais de repas, collations, événements pour faciliter la participation citoyenne. Donc du début à la fin, donc 12 000 fois 8 là, pour le sous total pour la région. Puis, on dit, bien, on a encouragé aussi les milieux qui voulaient mettre l'emphase sur la participation citoyenne, disant, bien, la participation citoyenne aurait besoin, pour bien se déployer, de l'accompagnement. Donc, si vous voulez développer des initiatives, même vos fonds que vous avez pour les initiatives du FKIS en mobilisation, participation citoyenne, ça vous permet peut-être d'engager une ressource qui va accompagner, donner des moyens autour de ça, créer des activités, des espaces adaptés pour faire lever la parole citoyenne et leur implication. Dans le cadre des alliances, mais aussi comme citoyen actif dans son milieu pour y contribuer à plus moyen-long terme. Donc, ça, c'était disons, le terreau qu'on a créé pour l'occasion. Et là, un petit peu pour vous donner quelques échos régionaux là, des résultats, on a, pardon, je change le diapo. On a au départ, pour que ça fonctionne, mis au niveau de l'espace des formations du comité avec, donc former les gens du milieu, faire des rencontres sur la participation citoyenne. On en a fait au moins une et on en a d'autres régionales qui parlaient de participation citoyenne. On en a eu 2 autres. Donc, ces formations-là ont permis de mettre la table à comprendre le agir avec, décider avec. Il y a des agents de participation citoyenne dont je vous parlais qui ont finalement été déployés dans les 8 MRC, mais à échelle variable. Certains sont restés presque jusqu'à 3 ans, comme c'est le cas d'Alissa qui va en parler, et d'autres ont été là quelques mois seulement, donc ça a eu des impacts différents. En réalité, le 30 à 50 souhaités,
était bien lancé avant la pandémie. La pandémie et d'autres facteurs ont mené à ce que finalement, quand on a fait un coup de sonde fin 2021 qui était à peu près au cœur des alliances, on était à peu près 65 citoyens impliqués sur à peu près 200 partenaires impliqués dans les alliances, donc environ 25 à 30 peut-être % de citoyens et citoyennes impliqués dans l'une et l'autre des espaces de concertation des alliances. Encore maintenant, quand les alliances sont vers la fin en ce moment, bien, encore 3 comités dans 3 des 8 MRC qui sont actifs et qui ont des bonnes chances d'être pérennisés. Malgré tout, c'est un défi. Donc, des comités qui est un peu comme les comités avec, où les citoyens se regroupent et développent des initiatives. Il y a encore des citoyens impliqués dans les 8 MRC dans certains espaces de concertation, mais de façon plus qui va mener à des comités de participation citoyenne qui vont rester. Il y en avait 3. Donc, voilà un peu pour les défis, trouver l'équilibre entre l'accompagnement, le temps nécessaire, les moyens, le roulement aussi. On a eu beaucoup de roulement, évidemment, comme ça a été dit plus tôt au niveau du personnel, ça a été un enjeu. Rester convivial, tout en permettant, en mettant des changements de pratique. Ça a été parmi les défis pour que ça soit bien, les citoyens et citoyennes soient bien intégrés dans les différentes démarches. Et là, Alissa, parle-nous du volet dans les basques. C'est ça. Alors, moi, dans le fond, j'ai été engagée pour faire la participation citoyenne dans les Basques, où est-ce qu'on a une population de 8 841 habitants avec 11 municipalités, dont la municipalité principale qui est de Trois-Pistoles. Et que aussi, ce qu'il faut savoir pour la MRC des Basques, c'est que c'est la MRC avec la moyenne d'âge la plus élevée du Québec. Mais heureusement aussi, dans la MRC des Basques, il y a il y a un super beau tissu social qui existe déjà et sur lequel qui a fait que moi, mon travail de mobiliser et d'encourager la participation citoyenne au sein de l'Alliance pour la solidarité, les Basques, a été facilité par ce tissu social, puis par plein de personnes qui croient vraiment à l'esprit de communauté qui existe dans la MRC des Basques et de travailler, de mettre de l'avant, soit à travers le bénévolat, soit à travers l'implication sociale, l'esprit de cette communauté-là, puis de la rendre la plus belle possible. Donc, moi, quand je suis arrivée à ce poste-ci, ben, ça a été la pandémie dès que je suis arrivée. Et il y avait déjà, quand je suis arrivée, il y avait déjà un groupe de bénévoles qui étaient impliqués, puis il y avait beaucoup de bénévoles qui étaient impliqués dans un de nos chantiers, qui est le comité de lutte aux préjugés. Fait qu'il y avait plusieurs chantiers dans la MRC des Basques. Il y avait un chantier transport, il y avait un chantier alimentation, il y avait un chantier habitation, puis il y avait un chantier, c'est ça, le comité de lutte aux préjugés. Puis l'avantage du comité de lutte aux préjugés, c'est que c'était un comité qui était surtout bénévole. Fait que les personnes qui étaient impliquées dedans, il y avait des intervenants et des intervenantes, mais c'est là qu'on retrouvait beaucoup de bénévoles. Mais quand il y a eu la pandémie, il y a plusieurs de ces bénévoles qui sont partis parce qu'il y avait... on va revenir je ne l'ai pas encore abordé, mais j'ai beaucoup de choses à dire avant d'aborder cette... Mais c'est ça. Fait que quand il y a eu la pandémie, la plupart des bénévoles sont partis parce que pas tout le monde était à l'aise avec Zoom, mais heureusement, on a été capable de garder un noyau dur de bénévoles qui se sont vraiment impliqués, puis qu'à travers leur implication, mais ça a donné tous ces super beaux projets qui sont dans cette diapositive-là. Dans le fond, je vais vous parler du rapport CLAP qui a été l'initiative qui a été créée par les bénévoles, qui a été mise en place par les bénévoles, et qui a fait en sorte qu'on a été capable de mobiliser 21 nouveaux bénévoles au total dans les chantiers de l'Alliance après la pandémie. Fait que vous pouvez imaginer le défi qu'on a eu, mais aussi que je crois personnellement que l'idée que les bénévoles ont eue, qui s'appelle le rapport CLAP sur lequel que je m'en viens, vraiment fonctionner parce que ça vient de la réalité puis des idées des personnes qui vivent l'exclusion sociale et la pauvreté. Puis on a pu voir justement comment est-ce que tous les projets qu'on a faits au cœur de l'Alliance pour la solidarité, les Basques, pourquoi est-ce qu'ils ont eu autant de rayonnement? C'est vraiment parce que les bénévoles, c'est leurs idées, eux, ils savent pourquoi, qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va attirer le monde, puis qu'est-ce que les gens ont vraiment envie pour améliorer leur communauté.
Fait que dans ce diagramme-là, on voit différents projets qui ont été réfléchis soit par des bénévoles ou que les bénévoles se sont impliqués dedans. Fait qu'on a le projet Donner au suivant qui a été créé pendant la pandémie par Pierre Martin, qui est un bénévole de tous les chantiers. Pierre Martin, c'est comme notre super bénévole. Il est impliqué dans tous les chantiers. Puis lui avait eu l'idée de se dire, ben si c'est la pandémie puis que les personnes âgées se retrouvent isolées, il faudrait trouver des bénévoles qui vont être prêts à les appeler puis à briser leur isolement. Fait que c'est vraiment eux, avec le comité Action bénévole, qui ont été capables de monter ce projet-là pour sortir les gens de leur isolement puis de s'assurer qu'il y avait tout le temps quelqu'un avec eux. On a fait un théâtre sur l'intimidation qui a été présenté dans les écoles primaires. Ça a été une initiative de 3 bénévoles qui l'ont monté et qui l'ont fait du début jusqu'à la fin avec mon accompagnement. Il y a eu les bacs à légumes qui a été une initiative aussi une bénévole qui était impliquée dans le chantier alimentation. On a eu 5 bénévoles qui se sont impliqués dans la recherche avec, fait que ça s'en vient plus tard, on va plus vous l'expliquer à ce moment-là. Il y a l'Envol qui est une émission qui est à la télé communautaire. Où est-ce qu'il y a 2 bénévoles qui ont participé dans les réflexions autour des émissions, mais il y a aussi eu plusieurs bénévoles, là, je n'ai pas été capable de compter, mais il y a eu plusieurs participants et participantes aux émissions en tant que telles. Il y a le comité d'encadrement du rond-point. Fait que le rond-point, c'est un espace de vie communautaire. C'est une des initiatives qui a été montée dans le chantier habitation et on avait un bénévole qui était impliqué dans le comité d'encadrement. Le rapport CLAP, c'est là-dessus que je m'en viens, mais ça a mobilisé 45 nouvelles personnes. On a fait un vidéo promotionnel de c'est quoi l'Alliance pour la solidarité Les Basques puis qu'est-ce que ça apporte à la communauté. Il y a eu 2 bénévoles qui sont impliqués dans la réflexion autour du vidéo, mais qui ont aussi participé dans la vidéo en tant que telle pour promouvoir la participation citoyenne. On a organisé 7 événements intergénérationnels après la pandémie. Puis on avait tout le temps à peu près 6 à 10 bénévoles par événement pour nous aider à monter les événements en tant que tels. Puis on a eu des groupes de discussion. Fait que ça, c'est vraiment le comité de lutte aux préjugés qui est le groupe de discussion qui se sont rencontrés à plusieurs reprises pour réfléchir à toutes ces initiatives-là. On a aussi organisé une assemblée citoyenne sur le logement où est-ce qu'il y a eu 40 personnes qui ont participé. Et on a fait un projet éducatif en santé mentale pour les adolescents et les adolescentes qui a mobilisé 2 adolescentes qui étaient comme en lien avec le comité de lutte aux préjugés, puis que c'est avec eux qu'on a été capable de monter un camp pour accompagner et donner des outils en santé mentale pour les adolescents et les adolescentes. Fait qu'on peut changer la diapositive. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui a permis de mobiliser toutes ces personnes-là puis qui a fait en sorte qu'après la pandémie, alors qu'on n'avait personne ou qu'on avait juste un petit groupe de 4 personnes, comment est-ce qu'on a été capable par la suite être capable de mobiliser toutes ces autres personnes-là par la suite, mais c'est à travers l'idée des envois postaux. Fait que là, on était à un moment où est-ce qu'on ne pouvait pas aller à la rencontre directe des personnes, on ne pouvait pas les mobiliser directement pour venir participer avec nous à l'Alliance. Donc, on a envoyé un envoi postaux avec une œuvre d'art que vous voyez, qui était sur le dessus du pamphlet dans le but d'attirer l'attention des gens. Puis l'idée aussi des bénévoles, ça a été de dire, bien, il faut faire un tirage. Puis la raison pourquoi est-ce qu'on a fait un tirage dans les envois postaux pour que les gens viennent partager avec nous, c'est quoi leur expérience en lien avec l'exclusion sociale, c'est quoi leur expérience envers la pauvreté. Mais c'est déjà des sujets que, bien, c'est difficile de s'ouvrir sur ces sujets-là en tant que tel, tu sais, de venir voir quelqu'un que tu connais pas puis dire, ben voici mon vécu autour de la pauvreté puis autour de l'exclusion sociale, mais en même temps, c'est vraiment ça qu'on voulait savoir pour être capable de vraiment faire des projets qui s'accordent avec ces réalités-là puis qui sont vraiment des solutions à cette réalité-là. Fait que la raison de pourquoi est-ce qu'on a fait un tirage, c'est que pour récompenser, dans le fond, le pas que les gens faisaient pour venir vers nous puis dire, OK, moi, je vais m'ouvrir à vous, je vais vous raconter mon expérience. Et nous, on va dire, OK, mais en échange, ben, mais tu participes à quelque chose qui est excitant, qui vient récompenser finalement ce pas-là qui a été fait vers nous. Puis le tirage, c'est ça qui a fait qu'il y a eu 45 personnes qui ont participé
à cette consultation publique, mais où est-ce qu'on a vraiment reçu des témoignages de comment est-ce que les gens vivent l'exclusion sociale et la pauvreté. Puis c'est ça qui nous a permis par la suite de faire des événements comme les rencontres intergénérationnelles, qui étaient des rencontres, dans le fond, pour briser l'isolement des personnes, parce qu'à force d'entendre les témoignages, qu'on s'est rendu compte, c'est plus que la pauvreté monétaire, les gens étaient vraiment concernés par la pauvreté relationnelle. Puis le fait de ne pas avoir accès à des événements, le fait d'avoir vécu une pandémie qui a isolé encore plus les personnes, les gens, ce qu'ils nous ont partagé, c'est qu'ils avaient vraiment soif de rassemblement et d'événements, mais qui étaient inclusifs pour eux, puis s'assurer que leur participation était mise de l'avant. Fait que c'est ça qui a donné naissance à les rencontres intergénérationnelles qu'on va voir des photos aussi dans les prochaines diapositives. Il reste à peu près 2-3 minutes. OK, parfait. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le rapport CLAP qu'on a gardé puis qu'on a réussi à illustrer. Puis il y a plusieurs thématiques qui sont ressorties, dont justement la santé mentale des jeunes. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de faire un projet sur la santé mentale des jeunes. Pourquoi la nécessité d'avoir un espace de vie communautaire, parce qu'à Trois-Pistoles, il n'y a pas beaucoup d'espace pour que les gens puissent se rencontrer. Et vraiment, c'est ça, là, je vais montrer les photos, fait qu'on peut passer au prochain s'il nous reste peu de temps, mais le grand succès finalement de le comité de lutte aux préjugés, ça a été les événements intergénérationnels parce qu'on le voyait qu'il y avait vraiment une rupture dans le contact humain puis dans la connexion, puis c'était vraiment important pour nous de raviver finalement cet esprit de communauté qui était déjà là dans les Basques, mais qui connaissait aussi beaucoup de divisions. Je veux dire, nous, on est le comité de lutte aux préjugés, puis oui, on focusait sur les préjugés en lien avec la pauvreté puis en lien avec l'exclusion sociale, mais l'exclusion sociale puis la pauvreté touchent certaines communautés plus que d'autres. Puis les événements intergénérationnels ont été capables de rejoindre différents types de communautés, de personnes qui se rencontrent jamais. Fait que là, je parle de la communauté LGBTQ+, qui est quand même une grande communauté LGBT dans les Basques. Toutes les personnes mobilisées sur la question de la santé mentale, par exemple, ou après ça, vraiment, là, c'était des aînés, des jeunes, fait qu'il y avait vraiment un mélange de personnes. Puis le premier événement qui a fait en sorte qu'on a été capable de créer cette mixité sociale-là aussi, c'est qu'on voulait s'assurer que les personnes qui étaient à mobilité réduite ou les personnes que pour eux qui vivaient un isolement mais qui n'étaient pas capables d'aller vers d'autres personnes puissent être accompagnées. Fait qu'on avait mis tout le temps un bénévole avec une personne qui voulait participer pour venir à l'événement, pour pas que la personne allait à venir tout seule, puis que finalement l'anxiété sociale ferait que elle viendrait juste pas. Fait qu'on a vraiment créé un accompagnement pour s'assurer que toutes les personnes qui veulent venir à ce type d'événement puissent venir et qui se sentent en sécurité, puis qui sentent aussi qu'il y a quelqu'un qui va tout le temps être là avec eux, peu importe c'est quoi leurs besoins pendant l'événement. Puis les premiers événements, il y avait entre 40 et 60 personnes. Maintenant, rendu à la 7e, on avait 120 personnes. Puis aussi, il y a comme une belle pérennité parce que ça a été repris par plein d'autres organismes communautaires qui, eux aussi, organisent des événements intergénérationnels maintenant parce qu'ils se sont rendus compte de la pertinence puis de le besoin qu'il y a dans notre communauté. Il reste 1 minute. Oui. Fait que l'autre photo, c'est ça a été le camp avec les jeunes. Ça, c'est le projet en santé mentale pour les adolescents. Après ça, les impacts que ça a eu la participation citoyenne dans notre communauté, bien, ça a brisé l'isolement des personnes qui se sont impliquées. Ça a valorisé leur parole, vraiment leur sens d'empouvoirment. Après ça, ça a créé des projets pertinents pour les personnes impactées par la pauvreté et l'exclusion sociale. Ça a favorisé l'implication sociale dans notre communauté. On en a parlé, on a fait des articles, on a médiatisé la participation citoyenne dans notre communauté. Puis, ça a créé des moments porteurs de sens et de joie. Et je vais vous dire aussi que le comité, qui est le noyau dur de le comité de lutte aux préjugés, sont encore amis aujourd'hui, se rencontrent à l'extérieur de les rencontres de l'Alliance. Et je suis certaine qu'il y a un beau futur et une belle pérennité pour le comité de lutte aux préjugés.
Merci. Si vous me permettez, Ah oui, Joanne, tu me permets un j'ai petit... complètement oublié. Ben, juste un 15 secondes, je vais prendre un 15 secondes juste pour faire la plug parce que ça mériterait dans notre présentation en soi complète. Là. Il y a, juste vous dire, il y a eu quelques jours, il y a eu le lancement de la recherche action en participation citoyenne. Ça a été une démarche qui s'est étalée sur près de un peu plus de 2 ans là, avec MRC des Basques, Rivière-du-Loup et de Montagny, où il y a eu plusieurs chercheurs puis 3 catégories d'acteurs. Donc, il y a eu un suivi avec plusieurs rencontres par année pour voir comment se vivait la participation citoyenne et par le point de vue des citoyens, citoyennes impliqués, mais et par le point de vue aussi d'acteurs d'intervention et tout ça. Donc, ça a mené à ce guide-là qui a été lancé la semaine dernière et il y a le lien que je partagerai aux organisateurs pour que vous y ayez accès quand vous voudrez. Donc, voilà. Merci. Donc, merci beaucoup à Étienne et à Alissa du Bas-Saint-Laurent pour cette belle présentation. C'était vraiment très intéressant. Des belles images qui ont permis de voir concrètement du monde qui s'implique, qui participe. Donc, merci. On va poursuivre sans plus tarder parce qu'on va manquer de temps sinon avec la troisième et dernière présentation, qui est une présentation de Camille Rivet, qui est de la table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie, qui fait une présentation sur les multiples facettes de l'ADS+ en Montérégie, une approche plus simple à mettre en pratique quand les ressources sont au rendez-vous. Alors voilà, c'est à toi la parole. J'arrive, excusez-moi, je cherchais où était passé mon micro avec le partage d'écran. Donc, bonjour tout le monde, et merci de me recevoir. J'avoue que je voyais ça comme un défi de passer en dernier et d'être captivante après tout le contenu qui a été présenté. Et ce que j'ai entendu me reconfirme ce défi-là. J'aimerais ça remercier quand même mes collègues là, pour tout le travail qu'ils font sur le terrain. J'ai trouvé ça super inspirant. J'espère pouvoir rajouter des petites choses à droite à gauche autour de la DS+, qui pourront vous parler également. Joanne m'a bien introduit, mais c'est ça, je suis l'agente de développement ADS+, depuis 2 ans à la table, donc la table des groupes de femmes de la Montérégie. Et aujourd'hui, je viens vous parler un peu de comment finalement le financement permet de créer des opportunités pour du changement. Opportunités d'apprentissage pour des changements de mentalité, des changements de pratique avec l'approche ADS+. Donc, sans plus tarder, là, je rentre au cœur de ce que je veux vous présenter. D'abord, je voulais juste m'assurer qu'on avance avec tout le monde ce matin, qui est un des principes qu'on met en pratique dans nos formations aussi. Je ne peux pas vous voir, donc je ne peux pas sonder le pouls pour savoir qui est familière avec l'ADS+. Donc, je me permets quand même de vous faire juste un mini recap, une mini mise à niveau ADS+. Donc, quand on parle d'ADS+, de quoi on parle? Bien, on parle de l'analyse différenciée selon les sexes, c'est notre acronyme, et le plus, c'est la perspective intersectionnelle. Qu'est-ce que c'est cette bébête-là? Ben, c'est une approche, c'est comme une paire de lunettes qu'on met et qui nous permet de nous intéresser à la façon dont une initiative, un projet, un plan d'action, une planification d'activité, ça peut s'appliquer à vraiment beaucoup de choses. Comment ça va avoir des effets qui vont être différents ou comment ça va être reçu, perçu de façon différente en fonction de notre genre, donc en fonction de est-ce qu'on est une femme, un homme, une personne non-binaire ou toute autre identité de genre, et en fonction de plusieurs autres composantes aussi qui forment notre identité. Par exemple, notre âge, notre origine ethnique, le fait de vivre ou non avec un handicap, le fait d'être issu ou non de l'immigration, par exemple. Je ne vais pas toutes vous les lister, mais c'est vraiment la rencontre de ces différentes réalités. Donc, nous, en tant que porteurs, porteuses de projets, comment est-ce qu'on peut réfléchir avec une lunette qui prend en compte ces différentes réalités-là pour, en fait, lutter contre les inégalités sociales? Je vous dirais que pour moi, là, de façon simple, l'ADS+, c'est une façon de réaliser comment finalement la discrimination peut être la combinaison de plusieurs facteurs. Et pour favoriser l'inclusivité, ben, il ne suffit pas en fait d'offrir le même service à tout le monde, mais bien de réfléchir comment on peut donner les mêmes opportunités. Donc, de travailler pour favoriser l'équité plutôt que l'égalité avec cette perspective ADS+.
Donc, voilà, si jamais vous avez des questions sur l'approche, hein, même au-delà de ma présentation, vous pouvez m'écrire dans le chat, puis on pourra regarder ça tout à l'heure. Même, vous pouvez me dire si finalement c'est plus clair ou c'est plus mélangeant ce que je vous ai présenté là en 1 minute sur l'ADS+, parce que ça peut vraiment avoir les deux effets. Donc, j'entre un petit peu dans ce qu'on voulait vous présenter par rapport au projet spécifique qu'on a déployé en Montérégie. Et le déploiement de ce projet-là, ben, ça se fait avec des ressources. Quel type de ressources? Ben, j'entends des ressources d'abord financières, hein, parlons d'argent. Ça s'est fait grâce à un montage financier. À la prochaine diapo, je vais vous présenter une petite ligne du temps pour le financement. Fait que je vais y aller rapidement ici, mais pour vous donner un ordre de grandeur, là, dans la dernière année, entre avril 2022 mars 2023, hein, nos années financières, c'est environ 68 000 $ qui ont été investis pour l'ADS+ à la table. Fait que ça vous donne un peu une idée de ce que ça couvre, ce 68 000 $-là. C'est avant tout une masse salariale, mais c'est aussi des déplacements, des frais administratifs, de l'impression, etc., mais aussi de la création d'outils, site web, graphisme, traduction. De notre côté, c'est aussi des ressources humaines, donc une ressource à temps plein qui est sur l'ADS+, depuis 2 ans, c'est moi, qui est là 32 heures par semaine. Et j'ai mis aussi des ressources collectives et intellectuelles parce que pour moi, elles sont non négligeables. Les ressources collectives, en fait, c'est la possibilité de s'appuyer sur une communauté de pratique, sur l'ensemble des tables de groupes de femmes partout au Québec, comme la table de la Mauricie qui nous a invités à être là aujourd'hui et qui, en fait, ça nous permet de créer des espaces de partage de connaissances et de défis parce qu'il y a quand même quelque chose d'universel qui va se créer autour de cette approche-là dans comment elle est reçue, comment elle est mise en pratique partout à travers le Québec. Et des ressources intellectuelles parce que c'est une approche qui demande quand même d'être un peu rapide dans notre capacité à absorber les nouvelles connaissances parce qu'il y a des changements de vocabulaire et notre évolution aussi, il y a une évolution autour de notre compréhension en fait des réalités qui sont différentes, des réalités qu'on peut connaître comme professionnelles ou personnellement. Donc, voilà. Je vous parle un peu de chiffres, mais pas pendant 10 minutes, promis. En fait, parce que je voulais souligner quand même un travail militant de la table derrière, en fait, notre capacité à mener cette initiative-là. On avait été approchés par l'Alliance pour la solidarité Montérégie en 2019. Qui, eux autres, avaient constaté au début des dépôts de projet pour l'enveloppe FKIS, pour le plan de lutte à la pauvreté, que les questions de compréhension et d'application de l'ADS+, les gens étaient dans le champ, ça se passait pas très bien. Donc, l'Alliance nous a approchés en nous demandant de donner une formation et en nous offrant là, un dédommagement de quelques mille dollars, 2 000 à 3 000. À la table, à ce moment-là, on n'avait pas de ressources dédiées à l'ADS+ dans l'équipe et on n'avait pas de formation à jour, là, clé en main, prête à donner non plus. Donc, après plusieurs mois d'aller-retour, en fait, entre la table et l'Alliance, notre CA a décidé de passer une résolution, de refuser tout simplement la demande pour ne pas surcharger et épuiser notre équipe à l'époque. Donc, c'est un peu ça aussi que je voulais en fait vous montrer là, par cette idée de travail militant-là, parce que presque 2 ans plus tard, en mai 2021, l'Alliance nous est revenue en nous disant on a réussi à débloquer un budget spécial pour faire la promotion de l'ADS+, pour travailler l'ADS+, avec nos porteuses de projets et on va pouvoir vous financer sur les intérêts du fonds. Et ils ont aussi contribué à faire une démarche auprès de la CDC de l'agglomération de Longueuil pour aller chercher un financement supplémentaire qui nous permettait à la table de faire l'embauche d'une ressource temps plein parce que c'est important pour nous de ne pas travailler avec un financement moindre qui ne nous aurait pas permis en fait d'offrir les standards de conditions de travail qui font sens pour nous à la table. Et là, il y a eu prolongation, bonification à 2 reprises depuis. Donc, on est vraiment là avec presque 2 ans de projet complété qui, le 2 ans va arriver en septembre et on a financement et bonification jusque-là. On a aussi eu la chance d'avoir une bonification de notre financement à la mission qui permet en fait de tenir un peu de justesse jusqu'au prochain PAGIEPS. Fait qu'on travaille quand même avec des ressources qui restent toujours limitées. Je serais curieuse de vous entendre un peu sur qu'est-ce que vous en pensez de ces financements-là, si vous voulez m'écrire des commentaires dans le chat, la boîte de questions. Donc,
j'enchaîne un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a fait avec toutes ces ressources-là? Qu'est-ce qu'on a réalisé? Donc, c'est un projet qui est structuré en 3 volets. Il y a un renforcement des connaissances qui est vraiment la formation en ligne qu'on va donner, qui au départ visait seulement les porteurs-porteuses de projets du communautaire financés par le FKIS. Ça a été un peu élargi par la suite. Je vous en reparle dans un instant. Deuxième volet, renforcement des capacités, vraiment l'accompagnement de projet. Donc, c'est assez similaire aux volets qui ont été présentés dans la première présentation par Lise et Audrey-Anne. On retrouve quand même là, des éléments qui se recoupent parce que notre troisième volet, c'est la création d'outils. Donc, j'y vais sur le renforcement des connaissances. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien, j'entends la création. On a développé un webinaire de 3 heures, d'une demi-journée, pour aider les porteurs-porteuses de projets à s'approprier l'approche. Qu'est-ce que ça contient? Bien, c'est une façon de saisir les différents concepts autour de l'ADS+, donc l'intersectionnalité, le genre, comment tout ça s'est mis dans une lunette d'analyse, en fait, et de venir remettre en question aussi nos biais inconscients, nos préjugés et de voir comment on peut appliquer ça, finalement, tous ces concepts-là, comment on peut créer des mesures plus inclusives à chaque étape d'un projet. On a fait le choix de donner la formation uniquement en ligne jusqu'à présent parce qu'on était en chevauchement avec le contexte pandémique et c'est ce qu'on fait depuis septembre 2021, donc depuis presque 2 ans. C'est 259 personnes formées, quand même plus d'une dizaine de formations données aussi là, qui couvrent environ 88 organismes. Je vous ai mis une petite liste aussi des types d'organismes aussi qui ont été formés, là, mais c'est vraiment non exhaustif. Et là, je voulais vous mettre un peu aussi, finalement, dans leurs mots, qu'est-ce que les gens en ont dit de cette formation-là. Donc, on a des extraits qui viennent des évaluations. Quelqu'un qui nous dit « J'ai commencé avec plein de questions et je termine avec plein de questions, mais ce ne sont pas les mêmes. Je me sens mieux outillée. » La formation est accessible et elle donne le goût d'aller consulter différemment. Les exemples ont permis de mieux comprendre les nuances et de compléter ma compréhension de la théorie pour mettre en pratique mes réflexions. Très dynamique, j'ai beaucoup apprécié qu'il y ait autant d'exemples qui sont simples et parlants. Ça me donne le goût d'en parler à mon équipe. Et finalement, merci, j'ai beaucoup apprécié. Plusieurs élus municipaux auraient avantage à mieux comprendre l'ADS+. Et là, ça m'amène à vous parler de nos bonifications de 2e année. Hein, qu'est-ce qu'on fait quand on réussit à avoir assez de ressources pour se rendre un peu plus loin. Alors, on a ajusté la formation pour la donner au sein des municipalités et des MRC, à la fois les élus et les employés. En quoi ça consiste cet ajustement-là? Bien, en fait, c'est d'aller chercher des exemples de choses concrètes qui ont déjà été réalisées partout sur le territoire du Québec, même dans le Canada, en Montérégie, mais à l'extérieur de la Montérégie. Des exemples, en fait, d'ADS+, appliqués au champ des compétences des municipalités. Donc, les loisirs, la vie démocratique, la sécurité, l'urbanisme, la municipalité comme employeur, etc. Et donc, c'est 4 formations depuis l'automne dernier qu'on a données auprès de 62 personnes et de 14 municipalités et MRC. Je vous ai fait une petite diapo aussi là, pour chacun des volets sur à retenir. En fait, finalement, c'est si on avait à refaire ça, à reprendre à la case 0, mais qu'est-ce qu'on constate qui sont des forces, des limites et les aspirations qu'on a? Donc, pour le renforcement des connaissances, pour la formation, je vous dirais que c'est vraiment la porte d'entrée pour amorcer la conversation autour de l'approche. C'est aussi ce qui est le plus en demande et c'est ce qui nous permet de rejoindre vraiment un grand nombre de personnes sans mobiliser des ressources incroyables. C'est-à-dire qu'une fois que la formation est montée, bien, il y a une très grande réplicabilité. On peut continuer à donner la formation en boucle et il y a un effet boule de neige, le bouche à oreille qui se fait même pour les inscriptions aux formations. On n'a pas tant besoin de faire de mobilisation, ça se fait tout seul. Après, c'est sûr qu'il y a des limites au sens où dans ces 3 heures-là, on va présenter des exemples qui s'appliquent à divers milieux, en itinérance, en aide alimentaire, en accessibilité physique, par exemple, mais les participants doivent eux-mêmes faire les liens et elles-mêmes faire les liens avec leur propre milieu. Hein? Donc, on ne donne pas encore une formation qui serait spécifique à un champ de travail. C'est aussi les personnes intéressées qui s'inscrivent. Hein, on dit en anglais l'expression le « preaching to the choir », donc parler aux personnes qui sont déjà convaincues. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu cet obstacle, cette limite-là avec la formation. Et c'est à refaire en continu, comme les collègues l'ont mentionné, dû au roulement de personnel.
je vous dirais pour la formation, on aspire aussi à développer un volet atelier qui serait donné dans cette formation-là, donc parce qu'on est constamment en train de la retravailler, ou avoir comme une partie 2 à la première formation qui est donnée. Je serais curieuse de vous entendre et aussi si vous voulez réagir. Est-ce que vous trouvez que c'est des chiffres qui sont parlants, les personnes qu'on a réussi à les rejoindre en 2 ans? Qu'est-ce que vous pensez aussi de nos aspirations par rapport à la formation? Je passe au deuxième volet, qui est le renforcement des capacités. Finalement, c'est un projet pilote d'accompagnement. Vous avez ici là, la liste des types de projets qui ont été accompagnés. C'est 8 projets qui ont été accompagnés dans les 2 dernières années sur plusieurs mois, environ 1 an chaque, là, avec des moments de départ et de fin différents. Je vous dirais que c'est à peu près 25 à 30 heures par accompagnement. Qu'est-ce qu'on fait durant ces accompagnements-là? Bien, on va offrir soutien, aide pour identifier des angles morts, pour développer les réflexes d'intégration, d'application de l'approche ADS+. C'est un peu comme un rôle de conseillère stratégique en lien avec l'initiative. Et on va aussi les aider à réviser les grands axes de leur plan d'action pour voir comment leur intégration de l'ADS+, a été pensée ou pas dès le départ, puis comment on peut réajuster le tir en cours de route. Je voulais en fait vous permettre d'entendre directement des personnes qui ont été accompagnées, vous donner quelques exemples. Fait que j'ai 2 très courts extraits audio à vous passer. Donc, la première que vous allez entendre, c'est Gabrielle. Naturellement, quand tu es intervenante, tu as cette sensibilité-là, mais l'ADS+, puis de la manière que tu l'apportais, allait vraiment chercher des particularités qu'on n'a pas nécessairement le réflexe d'aller chercher. Même si on est intervenant, même si on est plein d'empathie et de bienveillance, des fois, il y a des points qui nous échappent. Donc, tu m'as vraiment permis d'aller chercher les plus marginaux, finalement, les plus oubliés de tous. Et ça, pour vrai, je l'apprécie énormément. Je vous fais aussi entendre Pauline. Il y a l'idéal, en fait, ce qu'on voudrait dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, ce qu'on voudrait mettre en place avec tout, etc. Puis après, il y a la réalité. Puis c'est ça, en fait, on pige par rapport aux outils que tu peux nous apporter, par rapport aux suggestions. On pige sur ce qu'on est capable d'aller chercher. Mais après, c'est ça, il y a des choses qu'on est obligé de laisser aller. Mais on reste aussi alerte sur ces limitations-là parce que, comme typiquement, on sait que, par exemple, les familles monoparentales, probablement qu'on en aurait eu plus si on avait été capable de mettre une halte garderie. Ça, on le sait. Dans un prochain projet, c'est quelque chose sur lequel on sera probablement un peu plus alerte, mais au moment où on l'a fait, voilà, on n'avait pas forcément les outils, les ressources. Voilà. Camille, il te reste à peu près 3 minutes. Parfait. Ça marche. Donc, si je vous parle un peu des bonifications de 2e année pour les accompagnements, j'ai un peu apprécié de baliser la flexibilité parce que nos accompagnements sont vraiment montés de façon à comme suivre le rythme et les étapes où sont rendus les projets qu'on accompagne. Ceci étant dit, on a quand même fait face à des défis et on s'est dit qu'on allait baliser les choses un peu plus, notamment avec des évaluations de mi-parcours pour voir où en sont rendus les porteurs-porteuses de projets dans leur compréhension, leur appropriation de l'ADS+. On voulait vraiment favoriser une courbe d'apprentissage avec aussi ce moment de mesure en mi-parcours. Là, je vous ai mis un visuel ici sur la courbe d'apprentissage qui est un peu de dire, bien, finalement, avec le temps, l'implication de l'accompagnatrice diminue parce que les connaissances en ADS+, l'appropriation des personnes chargées d'initiative augmente. Pardon, je reviens à cette diapo-là. Et on s'est aussi doté d'une entente partenariale plus structurée pour venir mieux cadrer nos accompagnements, pour s'assurer notamment que toutes les personnes qui gravitent autour sont bien formées en ADS+. On a eu des situations d'agentes de communication complètement dépassées qui ne comprenaient pas pourquoi ces recommandations-là arrivaient sur leur table de travail. On a eu des situations aussi des porteurs-porteuses de projets qui ont vécu du backlash en termes de racisme avec des CA qui n'étaient pas là derrière pour les soutenir. On a eu aussi des directions qui ne se mobilisaient pas autour de l'ADS+. Donc, vraiment, l'entente vient un peu structurer tout ça et vient nous assurer aussi qu'il y a une reconnaissance pour notre travail. Je vous ai mis sur la diapo en bas, en fait, le libellé qu'on demande qu'il soit utilisé maintenant dans tous les documents qui sont produits dans le cadre des accompagnements qu'on réalise.
Donc, à retenir, en fait, pour force, limite, aspiration, je vais y aller rapidement, c'est que ça nous permet de passer de la théorie à la pratique, donc d'être plus adapté pour les milieux et d'être flexible, comme je vous disais, mais avec ce côté où il y a des résistances au centre du milieu, donc avec lesquelles on essaie de négocier. Et nos aspirations sont vraiment là, de continuer à travailler, en fait, sur cette courbe d'apprentissage-là, de trouver des meilleures méthodes pour le faire. Finalement, dans un troisième temps, le troisième volet, c'est s'outiller à long terme. Je vous dirais que ça, on ne l'a pas fait dès le départ, hein, on l'a fait déjà dans la deuxième année parce qu'on voulait vraiment prendre le temps de regarder qu'est-ce qui existe déjà puis de trouver un peu notre niche à nous. On a développé 2 outils qui vont être présentés la semaine prochaine, en fait, en Montérégie. C'est un site sur lequel on a regroupé plein d'outils, d'exemples ADS+, comme dans une optique pédagogique, et un guide avec des exemples d'applications de l'ADS+, qui est tiré à même les accompagnements qu'on a réalisés dans les 2 dernières années. Si jamais vous êtes intéressé, on va aussi planifier une présentation en ligne de ces outils-là. Donc, vous pouvez me laisser vos coordonnées ou ça va être fait par la magie de l'organisation du webinaire par après, que j'entrerai en contact avec vous. Voilà, donc rapidement, force, limite, aspiration sur les outils, je vous dirais, c'est toujours la pérennisation des savoirs, hein? C'est de se demander comment on peut laisser une trace malgré les financements qui sont momentanés. Et une des aspirations qu'on a vraiment sur les outils, c'est d'arriver à développer une charte des principes ADS+. Parce qu'au-delà des exemples, au-delà de la mise en application, c'est aussi tout un changement de mentalité. On croit que c'est une approche qui nous permet en fait de changer le regard qu'on a sur les choses et de développer sa curiosité pour devenir des agents de lutte, des agents et des agentes de lutte aux inégalités sociales. Il me reste deux petites diapos à vous présenter. Donc, j'ai dit un projet structuré en 3 volets, mais aussi d'être à l'écoute du milieu. On avait proposé un plan d'action très, très avec peu d'ambition, je vous dirais, d'entrée de jeu, pour être capable de le bonifier en cours de route et de s'ajuster, en fait, selon c'était quoi les demandes du milieu, mais aussi sans s'éparpiller. Encore à ce jour, il y a beaucoup de demandes auxquelles on n'arrive pas à répondre. On pourrait avoir 2 ressources à temps plein sur l'ADS+ en Montérégie avec les demandes qu'on reçoit. Et donc, tout ce volet-là, en fait, de revoir en continu, de s'adapter aussi. Je ne vous donne pas de plus de détails si vous voulez qu'on en parle. Je vais laisser du temps pour les questions. Je soulignerai par contre l'importance des techniques pédagogiques aussi. Parce qu'on se dit, c'est de mettre de l'avant une approche, mais comment on met cette approche de l'avant-là est très, très importante. Donc, je vous encourage vraiment, à aussi engager une ressource en ADS+, qui a des connaissances du milieu. Parce qu'il faut parler le langage du développement social. Il faut comprendre comment se développent certaines initiatives dans certains milieux pour être capable, en fait, aussi d'appliquer l'ADS+, en parlant le même langage que les porteurs-porteuses qu'on accompagne. 1 minute. Parfait. Et des réflexions en continu qu'on porte avec notre initiative en ADS+ à la table, c'est de constamment se re-questionner et de reconnaître en fait les limites de notre position située. C'est-à-dire que ces formations-là, ces accompagnements-là, on les donne à partir d'un point de vue X, d'expérience professionnelle, mais aussi personnelle. Je suis une femme blanche avec certaines expériences que j'ai et certaines expériences que je n'ai pas dans mon vécu, par exemple. Et on va aussi favoriser, en fait, les connexions critiques plus que la masse critique. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est qu'on va se concentrer sur former quelques personnes plus en profondeur plutôt que de viser, 1 heure de formation plus en surface avec vraiment plus de personnes. Et parce qu'on croit que c'est une approche qui est complexe et qui demande du temps. Et on va aussi choisir de travailler avec les personnes qui y croient pour maximiser nos efforts, mettre à profit nos ressources. Et c'est tout ce que je voulais vous présenter dans ce temps record ce matin. Si vous avez envie d'en parler maintenant, s'il n'y a pas de temps dans les questions, je vous laisse mes coordonnées si vous voulez me contacter. Merci. Merci beaucoup, Camille. Merci. C'était très intéressant. Puis, je suis sûre que ça a suscité des questions puis de l'intérêt pour l'ADS+. Donc, merci beaucoup pour ce beau partage.
Donc, tout le monde va être, tout le monde, tous les panélistes vont être ramenés à l'écran pour la période de questions. Je remercie vraiment chacun et chacune d'entre vous pour les présentations qui ont été faites. Ça nous permet d'avoir un beau tour d'horizon des différentes approches qui pouvaient être utilisées dans le cadre des alliances et du financement avec le FKIS. Différentes façons d'aborder ces approches-là, puis de les intégrer à des projets. Donc, dans les questions que nous avons, je vais enchaîner tout de suite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a eu une question sur plus spécifique. En fait, c'est des questions plus spécifiques avec l'ADS+, finalement. La première, c'est si notre projet ne concerne que les femmes, doit-on faire l'analyse sur l'impact auprès des autres genres, hommes non binaires? Donc, je pourrais répondre, mais je vais laisser Camille répondre vu que moi, j'anime. Mais j'ai déjà une réponse pour ça. Toi, Camille? Oui, puis je suis curieuse de voir si on a la même réponse, Joanne, parce que je pense qu'il y a des nuances par rapport à ça. Moi, je dirais que ça pourrait être intéressant comme levier de comparaison. En fait, comme amorce dans votre initiative, si vous voulez savoir finalement, quelles sont les différences selon les genres, pour après ça aussi mettre de l'avant, en fait, comment cette réalité-là, elle peut être spécifique ou elle peut être différente pour les femmes, d'avoir ces comparatifs-là. Je pense qu'il y a une plus-value. Mais après, moi, j'irais vraiment me concentrer sur travailler plus en profondeur aussi le volet intersectionnalité. Donc, je pense qu'il y a tellement un travail de fond à aller faire sur finalement quelles sont les différences de vécu entre les femmes que je sais pas si c'est quelque chose que j'amènerais avec moi dans toutes les étapes de mon projet, mais je serais curieuse de t'entendre, Joanne, aussi en complément à ça. Bien, en fait, je suis pas mal du même avis que toi, Camille, dans le sens que quand on fait un ADS+, le plus, finalement, nous ramène à cette question de l'intersectionnalité, puis à aller voir entre les femmes elles-mêmes quelles sont les spécificités, les réalités différentes, les oppressions vécues qui sont différentes. Donc, en fait, c'est là la question portait plus particulièrement sur la question du genre. Donc, le genre, c'est un des éléments qu'on peut travailler, mais il y en a plein d'autres pour voir si les femmes entre elles-mêmes ont la même égalité des chances, ont les mêmes possibilités, les mêmes aspirations, les mêmes réalités. Fait que j'aurais dit ça, par exemple. Donc, ensuite, il y a aussi une question qui s'adresse encore à toi, Camille, puis après, on va s'en aller dans la MRC des Basques. Donc, au sujet des 8 projets pilotes que vous avez menés en accompagnement, on demande est-ce que ça a été documenté? Et puis, si ça a été documenté, bien, on serait intéressé à avoir accès à tout ça, finalement. Oui, en fait, ça a été documenté de 2 façons différentes parce que c'est un projet pilote. Là, on évalue puis on garde tous les éléments de nos évaluations. Les extraits audio que je vous ai fait entendre, en fait, c'est les extraits des évaluations avec le consentement des porteuses de projet pour que je vous les fasse entendre, bien sûr. Mais aussi, on vient documenter, par exemple, OK, on a travaillé sur telle portion du projet. Voici les défis qu'on a rencontrés ou voici ce qu'on a proposé pour intégrer l'ADS+ à cette étape-là. Voici comment ça a été mis en application. Donc, vraiment un peu comme le filon entre les différentes choses. Et tout ça, il y a énormément de documentation interne, mais pour ce qui est de la documentation publique par rapport au projet accompagné, c'est un des 2 outils dont je vous parlais qu'on a développé, qui est vraiment comme un guide d'application de l'ADS+, avec l'application de l'ADS+ aux 5 étapes. Mais pour chacune des étapes, on a donné en fait un exemple en développement social. Par exemple, si je veux créer un portrait de ma population, qui est un vrai accompagnement qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et là, c'est plein de petits trucs pratico-pratiques pour intégrer l'ADS+. Et cet outil-là, à partir de la semaine prochaine, va être rendu public et disponible. Il va être disponible sur notre microsite, qui est notre 2e outil. Donc, je pourrais partager aussi l'adresse du microsite pour que vous puissiez trouver le guide ou comme je vous disais, là, il y aura une présentation en ligne qui sera faite éventuellement, qui sera ouverte pas seulement à la Montérégie. Merci Camille. La prochaine question s'adresse à la MRC des Basques avec, au Bas-Saint-Laurent, là, avec les formations avec données au milieu.
En fait, on aimerait savoir de qui on parle quand on dit les milieux. Qui constitue ces milieux? Je peux peut-être répondre là, de ce côté-là. En fait, au début des alliances, il y avait eu un petit noyau de quelques personnes qui avaient été se former avec le collectif pour un Québec sans pauvreté qui donnait des formations sur la démarche avec. Et ces personnes-là sont venues, entre autres, des gens d'une démarche auprès des jeunes, des organisateurs communautaires. Ces personnes-là, après ça, ont été comme des agents multiplicateurs puis ont redonné la formation à plusieurs acteurs de la concertation dans chacune des 8 MRC. Donc, on parle de personnes de la santé publique, on parle d'organismes communautaires, plus de concertation, entre autres comme les CDC, et par exemple les gens de MRC. Fait que ça s'est multiplié comme ça. On a eu le défi qu'on n'a pas réussi après ça à la redonner dans le cadre en cours d'alliance. Donc, avec le roulement de personnel, ça a amené certains enjeux. Puis, on a maintenant à la formation du collectif pour un Québec sans pauvreté, là, sur la formation avec, bien, on va pouvoir additionner les pratiques là, qui sont tirées de la recherche-action dont on vous a fait mention à la fin, là, qui vont enrichir puis qui vont amener, disons, des fois un petit peu des visions parallèles ou des alternatives aussi qui peuvent être intéressantes ou complémentaires. Parfait, merci. Puis, il y a une autre question pour vous au Bas-Saint-Laurent. Les personnes impliquées dont il est question dans votre présentation sont des personnes en situation de pauvreté où l'implication de tous les citoyens a été visée. Bon, il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase. Fait qu'on demande, est-ce que ces personnes-là étaient des personnes en situation de pauvreté? Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est une des choses qui est arrivée dans la première phase de mobilisation, c'est que comme on a fait beaucoup de focus group où est-ce qu'on a jasé de comme qu'est-ce que c'est la pauvreté puis qu'est-ce que ça veut dire, puis ça a amené l'idée qu'il y a différentes facettes à la pauvreté, tu sais. Puis que comme j'ai mentionné dans ma présentation aussi, il y a la pauvreté relationnelle. Fait que quand on parle d'exclusion sociale, il y a la pauvreté monétaire, mais on parle aussi des personnes qui, peut-être à la surface, ne paraissent pas comme en situation de pauvreté, mais quand on parle d'endettement, quand on parle c'est ça, le stress que ça a, fait qu'il y a vraiment différents visages à la pauvreté. Fait qu'on a eu vraiment un mélange de personnes qui, oui, en effet, vivaient des situations de pauvreté ou d'exclusion sociale ou qui on avait déjà vécu dans leur passé et maintenant ça allait mieux, mais étaient sensibilisés à cette question-là. Okay, merci. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions qui proviennent des invités? Il y a eu un commentaire. Félicitations pour ces initiatives très inspirantes et combien importantes. Il y avait eu d'autres commentaires un peu plus tôt où est-ce que j'avais vu le bravo, bravo. Donc, on a des félicitations et des bravos. D'autres questions, commentaires? Pour l'instant, est-ce que ça va? Nous qui pensions manquer de temps. Bon, il y a Lise qui a une question. Vas-y. C'est pas une question, c'est vraiment une réflexion à propos de l'expérience du Bas-Saint-Laurent que je vous suis depuis plusieurs années sur l'enjeu de la participation. En fait, ce qui me frappe, là, c'est que dans plusieurs expériences de participation citoyenne que je connais à travers le Québec, ou des défis qu'on a rencontrés en Mauricie, on essaie de rentrer la participation citoyenne dans la structure existante, dans les mécanismes existants, dans la gouvernance existante, dans le fonctionnement. Ce que moi, je considère que vous faites là-bas, c'est que vous partez des citoyens, des citoyennes, c'est comme le fondement même, avec l'expertise du vécu qui est comme la reconnaissance de ça. Puis là, vous dites, c'est quoi la structure qui va nourrir ça? C'est complètement un renversement de paradigme dans l'action. C'est complètement de virer la pyramide à l'envers. Fait que moi, je vous salue pour ça. Je trouve ça vraiment inspirant et extraordinaire. Merci pour votre présentation. Oui, merci. Si vous me permettez, juste un petit plus-value, tu sais, puis ça a été là-dessus, les citoyens, effectivement, ont été au cœur de projets beaucoup dans les Basques, puis ont mené à beaucoup de projets concrets, mais ça a été rendu possible aussi parce que les organismes communautaires qui y croyaient, parce que dans la démarche des alliances, il fallait que,
c'était l'idée des biens des citoyens, mais il faut un organisme porteur, un organisme qui existe, qui va être l'organisme porteur. Puis, ça a été un enjeu dans certains secteurs, ça n'a pas toujours été facile. Dans les Basques, il y a eu des organismes qui ont levé la main et disaient, ben oui, l'idée vient des citoyens, on va les aider à le concrétiser, puis en les gardant au cœur de la chose. Donc, il faut le souligner aussi. Il y a une autre question, finalement, qui est apparue, là, encore pour vous, le portrait des bénévoles. Vous avez des bénévoles là, dans vos projets. Est-ce que c'était des personnes vulnérables ou des personnes de tout genre, de tout niveau, de tous âges? Mais c'est ça, nous, on a eu comme pour faciliter la participation des bénévoles, il y avait comme différents niveaux d'implication, tu sais, pour s'assurer que comme quelqu'un qui a quelque chose à partager, mais qui ne peut pas s'impliquer dans le noyau dur du comité de lutte aux préjugés, puisse quand même avoir sa forme d'implication puis être valorisé dans cette forme d'implication-là. Donc, je dirais le noyau, c'était surtout des personnes âgées. Après ça, âgées, je ne sais pas, tout le monde se considère âgé. Et qui étaient en situation pour la plupart vulnérable ou qui avaient déjà connu ça dans leur passé aussi. Mais je dirais que toutes les personnes qui se sont impliquées, fait, comme j'ai mentionné avant, on a eu des adolescents qui se sont impliqués dans le projet de santé mentale pour les adolescents. Il y a eu 2 adolescents qui se sont impliqués dans l'organisation du projet en tant que tel. On a eu plein de personnes différentes qui sont dans la communauté LGBTQ+, qui se sont mobilisées aussi. Fait que, les événements intergénérationnels, mais ils étaient intergénérationnels parce qu'il y avait de l'implication qui venait de différents milieux. Fait que oui, on a vraiment une belle représentation de la communauté. Puis comme Étienne disait aussi, et que j'avais mentionné dans ma présentation aussi, c'est que tout ça a été possible parce qu'il y a il y a un tissu social qui est quand même très fort dans les Basques. Il y a quelque chose qui se passe dans les Basques qui est quand même magique, je pense. Parfait, merci beaucoup. Il y a Audrey-Anne qui voulait rajouter un petit quelque chose avant que nous concluions. Oui, juste un tout petit quelque chose, parce qu'on ne l'a pas mentionné jusqu'à maintenant, mais si vous voulez aller consulter les retombées là, du bilan évaluatif du projet FAT, donc de l'intégration des 3 approches au sein des organismes promoteurs de la Mauricie, le rapport d'évaluation et la brochure synthèse vont être disponibles sur nos 3 sites d'organismes respectifs, mais aussi sur la boîte à outils. Donc, j'imagine, Amélie, qu'il va y avoir un partage aussi avec un sondage d'évaluation du webinaire qui va vous être transmis. Donc, vous allez avoir ces informations-là également. Merci beaucoup pour votre participation, tout le monde. Alors, effectivement, merci. Merci à vous tous et toutes. Merci à la Montérégie, à la Mauricie et au Bas-Saint-Laurent pour ces belles présentations qui étaient vraiment très riches, très intéressantes pour mieux comprendre comment on peut intégrer certaines approches. On se rappelle que ces approches-là étaient des attentes signifiées dans le cadre des alliances et du financement avec le FKIS. Après, les alliances et les promoteurs de projets ont dû conjuguer pour voir comment on allait travailler avec ces approches-là, les intégrer dans les projets financés. Et je trouve que c'est 3 belles expériences concrètes qui nous permettent de mieux comprendre ces approches et de mieux surtout comprendre comment on peut les intégrer. Donc, c'est réaliste, c'est réalisable, c'est faisable. On l'a fait dans 3 régions. Donc, on va espérer que ça se poursuive et que les personnes les plus vulnérables, les personnes concernées par la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale soient toujours au cœur des actions à venir et des décisions à venir. Et pour moi, ces personnes les plus vulnérables les femmes en font partie. Donc, on va espérer que ça reste comme ça. On le sait que on est en attente pour la suite, pour les alliances et les fonds qui s'en viennent avec. Donc, on va espérer que ces personnes-là restent au cœur des préoccupations et des décisions. Donc, merci à vous tous et à vous toutes. Puis, on se dit à une prochaine peut-être.